Le couteau de David Mercé se déplaçait sur la planche à découper avec une précision militaire. 6 tranches de pain complet. 2 cuillères à soupe de beurre d'amande par tranche. Une banane coupée en rondelles parfaites. Il photographia le déjeuner avec son téléphone, puis enregistra les données nutritionnelles dans son application de suivi. Même routine tous les matins pendant 3 ans. 8 grammes de protéines, 14 grammes de bonne graisse, des glucides complexes pour une énergie durable, murmura-t-il en scellant le déjeuner dans le sac isotherme d'Elo. L'habitude avait commencé lorsque sa fille avait 5 ans et que le pédiatre avait évoqué ses antécédents familiaux de diabète. David notait tout maintenant. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Élodie apparut dans l'embrasure de la cuisine, sac à dos en bandoulière, cheveux noirs soigneusement tressés. À 8 ans, elle se déplaçait avec un silence prudent qui rappelait à David lui-même à cet âge. « Bonjour, ma puce. » David lui tendit le sac à lunch, sandwich à la dinde aujourd'hui, tranche de pommes et ces crackers que tu aimes. Élodie hocha la tête et vérifia l'intérieur du sac. « Merci, papa. As-tu mangé le petit déjeuner que j'ai laissé en haut? » « Oui. » Sa voix était douce, presque un murmure. David étudia son visage. Des cernes lui couvraient les yeux. Elle dormait mal depuis des semaines, même si Rena insistait pour dire que ce n'était qu'une phase. Les enfants de 8 ans n'avaient pas de phase qui durait 2 mois. La voix d'Élodie Rena résonnait depuis le salon. « Viens ici, ma chérie. » David regarda les épaules de sa fille se tendre. Elle s'avança vers la voix de sa mère, son sac à lunch serré contre sa poitrine. Rena se tenait près de la fenêtre, les clés de la voiture à la main. Elle portait un pull crème et un jean foncé, ses cheveux blonds coiffés en vagues lâches. À 36 ans, elle faisait encore tourner les têtes, même si quelque chose de dur s'était glissé dans son sourire au cours de l'année écoulée. « J'emmène Élodie à l'école aujourd'hui, » annonça Rena sans regarder David. « Je peux la déposer. » David regarda sa montre. « Je n'ai pas de client avant 10 heures. Je veux l'emmener. » Le ton de Rena était tranchant. « J'ai des courses à faire de toute façon. » Élodie se tenait entre eux, petite et silencieuse. David s'agenouilla au niveau de sa fille. « Bonne journée à l'école. »« D'accord. » Madame Patterson dit, « Tu es excellente en maths. » Élodie hocha la tête, puis murmura quelque chose de trop bas pour être entendu. Qu'est-ce que c'était? Rien. Elle regarda ses chaussures. Réa se dirigea vers la porte. « Viens, Élodie. On va être en retard. » David les regarda partir par la fenêtre. La proposition de Rena de conduire était inhabituelle. Elle préférait ses matinées libres, prétextant avoir besoin de temps pour se recentrer avant les appels du travail, mais ces derniers temps, elle s'immisçait dans des routines qui n'appartiennent qu'à lui et Élodie. Son téléphone vibra, un SMS de sa sœur D. « Café plus tard. Besoin de parler. » David répondit. « Bien sûr. Tout va bien? » On vous expliquera en personne qu'il avait posé le téléphone et ouvert son ordinateur portable. 3 contrats de cybersécurité nécessitaient une attention particulière avant midi, mais quelque chose le taraudait. Le murmure d'Élodie. Sa façon de vérifier son sac à lunch 2 fois. Son silence prudent. Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle avait murmuré, David ouvrit son application de suivi nutritionnel et parcourut des semaines de données. Les déjeuners d'Elo photographiés et enregistrés. Ses petits déjeuners soigneusement planifiés et préparés. Tout était équilibré, mesuré, documenté. Oh, pourquoi avait-elle l'air si maigre? L'appel arriva à 11h47. Monsieur Mercé, ici l'école primaire Valais. Élodie s'est effondrée pendant la récréation. Nous l'emmenons aux urgences du Sacré-Cœur. Les mains de David devinrent froides. Il s'effondra. Elle s'évanouit. Les ambulanciers sont avec elle. J'arrive. Il prit ses clés et son téléphone, laissant son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Le trajet jusqu'au Sacré-Cœur dura 12 minutes. David se gara et franchit en courant les portes automatiques, scrutant la salle d'attente des urgences. « Élodie Mercé, dit-il à la réceptionniste. Ma fille, 8 ans, chambre 7 au bout du couloir. » David trouva Élodie sur un lit d'hôpital, incroyablement petite sous les draps blancs, et une perfusion lui coulait dans le bras gauche. Rena s'assit sur une chaise en plastique près du lit, s'essuyant les yeux avec des mouchoirs. Que s'est-il passé? David s'approcha d'Élodie et lui prit la main libre.
Elle s'est effondrée, dit Rena, la voix pleine de larmes. Une minute, elle jouait, la minute d'après, elle était par terre. Les yeux d'Élodie s'ouvrirent brusquement. Papa, je suis là, mon petit. Comment te sens-tu? Fatigué? Un médecin apparut dans l'embrasure de la porte. Le docteur Miranda Santos, d'après son badge, la quarantaine, le regard perçant derrière des lunettes à monture métallique. Monsieur Mercé, je dois vous parler, avouez à votre femme. Ils la suivirent dans le couloir. Le docteur Santos croisa les bras, les observant tous les deux. Votre fille souffre de malnutrition sévère. Sa glycémie était dangereusement basse à son arrivée. Son estomac est complètement vide. David sentit le monde basculer. C'est impossible. Je lui ai préparé le petit déjeuner ce matin. Je lui prépare son déjeuner. Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois? Ce matin. 7h30. Du porridge avec des fruits rouges et du lait. Le docteur Santos consulta son comprimé. D'après ses analyses sanguines et son examen physique, j'estime qu'elle n'a pas pris de repas substantiel depuis au moins 18 heures. Réa sanglota plus fort. C'est ma faute. J'aurais dû la surveiller plus attentivement. Madame Mercé, le docteur Santos, dit doucement, une malnutrition comme celle-ci ne survient pas du jour au lendemain. Les taux de protéines dans son sang suggèrent une sous-alimentation prolongée sur plusieurs semaines. David fixa le médecin. Semaines. Nous devrons la garder en observation. Je dois également contacter les services de protection de l'enfance lorsque nous voyons des cas comme celui-ci. La voix de Réa s'éleva. Pourquoi? C'est le protocole standard pour la malnutrition sévère chez les enfants. Ils enquêteront pour s'assurer que l'environnement familial est sûr. L'entraînement militaire de David a fait son effet. Restez calme. Rassemblez des informations. Évaluez la situation. Docteur, je note tout ce que mange ma fille. J'ai des photos, des données nutritionnelles, des plans de repas. Il doit y avoir une erreur. J'espère que vous avez raison, monsieur Mercé, mais les preuves physiques sont évidentes. Ils retournèrent dans la chambre d'Elo. Elle dormait à nouveau, respirant faiblement et rapidement. David observait le liquide qui coulait régulièrement dans son bras et essayait de comprendre ce. Pas ce que tu fais. Si vous essayez de m'éloigner Élodie de moi. Quoi? Vous déposerez plus de faux rapports CPS? Créer plus de fausses entrées de journal? Jérôme a-t-il à nouveau piraté mon réseau? Je n'ai jamais plus à. J'ai des enregistrements de tout. Vos conversations avec Jérôme. Vos plans pour fuir. Votre aveu que vous avez menti sur mon comportement depuis des mois. Les enregistrements sont illégaux. Pas lorsqu'ils documentent les crimes commis dans ma propre maison. Le visage de Rena tordait de rage. Vous pensez que vous êtes si intelligent, mais vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Montre-moi. Je te détruirai. Je vais m'assurer que chaque personne dans cette ville sait quel type de monstre vous êtes vraiment. Sur la base de quelles preuves? Sur la base de toutes les preuves que je crée. Les mots pendaient dans l'air entre eux. Les enregistreurs cachés de David ont capturé chaque syllabe. Donc, vous admettez que vous avez créé de fausses preuves. Rena a réalisé son erreur immédiatement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que vouliez-vous dire? Je voulais dire que je dirais aux gens la vérité sur la façon dont vous nous traitez. Quelle vérité? Celui où je documente la nutrition de ma fille pour éviter le diabète. Ou celui où je la forcerai à manger des restes sur le sol. Les yeux de Rena s'écarquillèrent. Que savez-vous à ce sujet? Parce que j'ai récupéré les fausses entrées du journal que vous avez écrites. Tous? Ce n'était pas faux. C'était de vraies expériences. Vraiment? Quand ai-je exactement lancé le déjeuner d'Elo contre le mur? Le mois dernier. Mardi matin. J'étais à Portland mardi. Réunion du client. J'ai des reçus. L'histoire de Rena s'est effondrée en temps réel. Oh, ça aurait pu être mercredi. Mercredi, je travaille à domicile. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble et j'ai conduit Élodie à l'école. Madame Patterson nous a vus tous les deux. Alors c'était jeudi. Rena, rien de tout cela ne s'est produit. Vous avez tout inventé. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Je pars. Où allez-vous?
Pour obtenir Élodie. Nous restons ailleurs ce soir. Non, tu n'es pas. David s'est déplacé pour bloquer son chemin. Élodie reste ici. Sortez de mon chemin. Faites-moi. Pendant un moment, David a pensé que Rena pourrait essayer de le combattre. Ses mains se serrent dans les poings et sa respiration est devenue rapide et peu profonde. Puis son téléphone a sonné. Numéro de Jérôme. Elle a répondu sans quitter les yeux de David. Quoi? Que voulez-vous dire disparu? Vous ne pouvez pas simplement partir. Jérôme, revenez ici maintenant. L'appel s'est terminé. Réa regarda son téléphone avec incrédulité. Laissez-moi deviner, dit David. Jérôme a décidé que la prison fédérale était préférable à ce que vous aviez prévu ensuite. C'est de ta faute. Comment le casier judiciaire de Jérôme est-il ma faute? Vous l'avez effrayé. Je lui ai montré des preuves de sa véritable identité. Si cela lui faisait peur, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. Réa a essayé de passer devant David vers la porte. Il n'a pas bougé. Réa, asseyez-vous. Nous devons parler. Je comprends ma fille. Elle n'est plus ta fille. Les mots frappent Réna comme des coups physiques. Quoi? Après ce que vous avez fait, aucun tribunal dans le pays ne vous donnera la garde. Je suis sa mère. Vous êtes un conspirateur qui a tenté de cadrer son père pour abus d'enfant. Vous ne pouvez pas le prouver. David a sorti son téléphone et a joué un extrait de sa conversation avec Jérôme du café. Sa voix a rempli la pièce en fonction de la preuve que je crée. Réa coulait dans une chaise, le combat s'échappant d'elle. David, s'il vous plaît. J'ai fait des erreurs, mais j'aime Élodie. Tu l'as faim pour me cadrer pour abus. Je la protégeais de votre contrôle en lui faisant peur de manger de la nourriture que je préparais en lui disant que j'essayais de l'empoisonner. Vous deveniez obsessionnel. J'empêchais le diabète. Il se regardait sur une fracture inclinable. David a vu la femme qu'il avait épousée il y a 12 ans, mais aussi l'étranger qui avait passé 6 mois à comploter pour détruire sa vie. Réna, voici ce qui va se passer demain matin. Je dépose la garde exclusive. Vous pouvez le combattre si vous le souhaitez, mais vous perdrez. Je vais leur parler de votre équipement de surveillance, de vos enregistrements, de votre comportement obsessionnel, et je leur parlerai du casier judiciaire de Jérôme, de vos fausses entrées de journal et de vos plans pour fuir le pays avec ma fille. Ils ne vous croiront jamais. Ils croiront les preuves. Le téléphone de David bourdonnait d'un texte de Rebecca. Audience de garde d'urgence prévue à 9 h demain. Apportez tout. Réa, vous devriez probablement appeler un avocat. Elle le regarda avec la haine et vint Waring dans son expression. Ce n'est pas fini. Oui, c'est. Le palais de justice du comté de Multnomah à 9 h était exactement ce à quoi David s'attendait. Éclairage fluorescent, chaises inconfortables et type de beige institutionnel qui rendait tout un peu irréel. David s'est assis à une longue table avec Rebecca, Shawn aidé en révision des documents une dernière fois. De l'autre côté de l'allée, Réa était assis avec un avocat nommé par le tribunal qui semblait qu'il préfère être ailleurs. La juge Patricia Morrison est entrée précisément à 9 h. Les cheveux argentés de la fin des années 50 et le comportement non décis de quelqu'un qui avait entendu toutes les variations possibles de la tragédie familiale. Il s'agit d'une audience d'urgence concernant la garde d'Élodie Mercé. Le juge Morrison a annoncé Monsieur Petrikoff, vous représentez Madame Mercé. Oui, votre honneur. Mon client soutient que la pétition de Monsieur Mercé est une représaille et basée sur des malentendus. Mademoiselle Chin, votre honneur, nous avons des preuves approfondies du plan systématique de Madame Mercé pour cadrer mon client de maltraitance des enfants tout en prévoyant de fuir l'État avec sa fille. Le juge Morrison a examiné le dossier de l'affaire. Cela implique des allégations de malnutrition, de faux rapports et de falsification de preuves entre autres. Votre honneur, Monsieur Petraoff, comment votre client répond-il à ces allégations? L'avocat de Réna se tenait. Votre honneur, Madame Mercé était vraiment préoccupée par le bien-être de sa fille. La surveillance obsessionnelle de Monsieur Mercé de la Madame Chin. Rebecca s'est tenue et a activé une tablette. Votre honneur, je voudrais présenter des preuves que les préoccupations de Madame Mercé ont été fabriquées dans le cadre d'un complot prémédité. Procédez. Rebecca a commencé avec les dossiers médicaux d'Elo. Le calendrier montre que la malnutrition d'Elo a coïncidé exactement avec la participation accrue de Madame Mercé dans le transport scolaire.
Monsieur Mercé a continué à préparer des repas équilibrés, mais l'enfant a été invité à ne pas les manger. Elle a joué des enregistrements audio des conversations de la salle d'hôpital d'Elo. La voix de la petite fille a rempli la salle d'audience. Maman dit de ne pas manger ce que tu fais. Elle dit, votre nourriture rend les gens malades. L'expression du juge Morrison s'assombrit. Continuez. Rebecca a présenté les fausses entrées du journal récupérées de l'ordinateur portable familial. Ces documents ont été créés et supprimés sur une période de 6 semaines, coïncidant avec le contact initial de Madame Mercé avec les services de protection de l'enfance. Monsieur Petraoff, votre honneur, la rédaction du journal est un mécanisme d'adaptation commun pour les victimes de violences domestiques, même lorsque les entrées du journal décrivent des événements qui n'ont jamais eu lieu. Rebecca a retiré l'horaire de travail et les reçus de David. Le journal de Madame Mercé décrit des incidents violents les jours où Monsieur Mercé était hors de l'état pour affaires. Les preuves se sont poursuivies pendant 2 heures. Les journaux d'intrusion du réseau, les antécédents criminels de Jérôme, les conversations ont enregistré la planification de la relocalisation d'Elo et les documents financiers montrant les stratégies de protection des actifs. Le juge Morrison a appelé une récréation à 11h30. David et Rebecca se sont blottis dans le couloir tandis que Rena et son avocat avaient ce qui ressemblait à une conversation difficile près des ascenseurs. « Comment pensez-vous que ça se passe ?» demanda David. « Mieux que je l'espérais. » Le juge prend cela au sérieux. Qu'en est-il de l'avocat de Rena? Il essaie de minimiser les dommages, mais il y a trop de preuves. Lorsque le tribunal a repris, Mademoiselle Chin, le juge Morrison, avait des preuves supplémentaires? Oui, votre honneur. Nous avons des enregistrements de Madame Mercé. Assurez-vous que chaque personne dans cette ville sait quel type de monstre vous stande. Sur les preuves présentées, je constate que vous vous êtes engagé dans une campagne systématique pour accuser faussement votre mari de maltraitance d'enfants tout en mettant simultanément en danger la santé et la sécurité de votre fille. Votre honneur, j'essayais de protéger. Vous essayez de manipuler le système juridique à des fins personnelles. Vos actions constituent un parjure, une mise en danger des enfants et un complot pour commettre une fraude. Le gave du juge Morrison a frappé le banc de finalité. J'accorde par la présente Monsieur Mercé unique et la garde physique d'Élodie Mercé. Les droits parentaux de Madame Mercé sont suspendus en attente d'enquête criminelle. Votre honneur, a protesté l'avocat de Rena. La suspension des droits des parents exige que Monsieur Petraoff. Lorsqu'un parent affronte délibérément son enfant pour encadrer l'autre parent pour abus, les droits parentaux deviennent secondaires à la sécurité des enfants. Le juge Morrison a poursuivi, Madame Mercé, il vous est interdit de contacter votre fille, sauf par les visites supervisées par le tribunal, qui peuvent être programmées après une évaluation psychologique et des conseils. C'est fou, cria Rena. Je suis sa mère. Vous avez perdu ce privilège lorsque vous mettez la vie de votre fille en danger pour un avantage personnel. Les agents de sécurité se sont déplacés vers Rena alors que son sang-froid s'effondrait complètement. David, salaud. Vous avez planifié tout cela. La voix du juge Morrison a traversé le chaos. Madame Mercé, vous serez silencieux ou vous serez retiré de ma salle d'audience. Réa a été escortée, criant toujours des menaces et des accusations. Son avocat a suivi, regardant vaincu et embarrassé. Après que la salle d'audience est définie, le juge Morrison a parlé directement à David. Monsieur Mercé, je veux être clair sur quelque chose. Oui, votre honneur. Cette affaire représente l'une des tentatives les plus calculées pour manipuler le système de tribunal de la famille que j'ai vu en 20 ans sur le banc. Les actions de votre femme auraient pu détruire votre famille et traumatiser votre fille en permanence. Je comprends, votre honneur. Je fais référence à cette affaire au procureur de district pour poursuite pénale. Madame Mercé sera probablement confrontée à des accusations de parjure, de mise en danger des enfants, de complot et de dépôt de faux rapports. Merci, votre honneur. Prenez soin de votre fille, Monsieur Mercé. Elle va avoir besoin de temps pour guérir de cette expérience. En dehors du palais de justice, David a appelé l'école d'Élodie pour organiser un ramassage anticipé. Sa fille était restée avec une audience, protégée de la bataille juridique qui remodèlerait sa vie. Comment vous sentez-vous? Demanda Rebecca alors qu'il se tenait sur les marches du palais de justice. Soulagé, en colère, reconnaissant. C'est normal. Ce genre de trahison laisse des dégâts durables. David leva les yeux vers le ciel d'orgue gris. Réa ira-t-il en prison?
Probablement. Les preuves sont écrasantes et les juges n'aiment pas être manipulés. Bon. Rebecca a étudié son visage. David, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Quoi? Pouvez-vous lui pardonner? Pour l'amour d'Elo, David a pensé aux confessions chuchotées de sa fille dans la chambre d'hôpital. Sa peur de manger de la nourriture préparée par son père. La manière prudente qu'elle avait appris à jeter ses déjeuners pour éviter la colère de sa mère. Non, il a dit, je ne lui pardonnerai jamais. C'est probablement sain. Le pardon n'est pas toujours le bon choix. David s'est rendu dans la maison de deux pour récupérer sa fille. Élodie attendait dans le salon, le sac à dos prêt, l'air petit et incertain. Papa, comment s'est passée la réunion? Bon gamin, tu reviens à la maison avec moi. Et maman? David s'est agenouillé au niveau de sa fille. Maman a fait de mauvais choix. Elle va vivre ailleurs pendant un moment. Est-ce à cause de ce qu'elle a dit de votre nourriture? En partie. Élodie hocha la tête solennellement. Je vous ai dit la vérité, non? Tu m'as dit la vérité. Et c'était très courageux. Est-ce que maman ira bien? David s'arrêta, choisissant soigneusement ses paroles. Maman recevra de l'aide pour ses problèmes. Mais vous et moi allons construire une nouvelle vie ensemble. Juste nous. Juste nous étendre de chaque fois qu'elle veut visiter. Élodie a souri pour la première fois depuis des mois. Pouvons-nous déjeuner lorsque nous rentrons à la maison? J'ai vraiment faim. Nous pouvons avoir ce que vous voulez. 6 mois plus tard, David se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison, en regardant Élodie aider à préparer les crêpes du samedi matin. Elle a gagné 15 livres, a grandi 2 ans et a développé le genre de confiance facile qui est venu de se sentir en sécurité et aimé. Papa, puis-je retourner celui-ci? Sûr. Faites simplement glisser la spatule sous le bord et parfaite. La nouvelle maison était plus petite que leur ancienne, mais elle ressemblait plus à la maison que partout où ils vivaient auparavant. Pas de caméra de sécurité, pas de dispositif d'enregistrement caché, aucun fichier de preuves stocké sur des serveurs cryptés, juste un père et une fille apprenant à faire à nouveau confiance au monde. REA avait été condamné à 8 ans de prison après avoir plaidé coupable à plusieurs accusations de crime. Jérôme, utilisant toujours sa fausse identité, avait été capturé au Mexique et extradé pour faire face à des accusations fédérales. Élodie a parfois posé des questions sur sa mère, mais avec la curiosité occasionnelle d'un enfant plutôt que le désir désespéré que David avait craint. La docteure Sarah Williams, leur thérapeute familiale, a déclaré que c'était normal. Les enfants étaient remarquablement résilients lorsque leurs besoins fondamentaux en matière de sécurité et de stabilité ont été satisfaits. Papa, tante Dé est là. Dé se laissait entrer par la porte arrière, transportant du café et ce qui ressemblait à des documents juridiques. Matin, Sunshine, dit-elle, embrassant le front d'Élodie. Comment vont les crêpes? J'en ai retourné 3 par moi-même. Impressionnant. Ton père n'a jamais pu retourner les crêpes sans faire de gâchis. David a versé du café et a jeté un coup d'œil aux documents. Qu'est-ce que tout cela? Document de garde finale. Hier, le tribunal a officiellement licencié les droits parentaux de Rena. David a ressenti un poids. Il n'avait pas réalisé qu'il transportait l'ascenseur de ses épaules. C'est vraiment fini complètement. Elle ne peut pas faire appel, ne peut pas demander de visite, ne peut en aucun cas contacter Élodie. Bon. Il a étudié son visage. Comment vous en pensez-vous? David a regardé sa fille, absorbée dans les affaires sérieuses de la préparation des crêpes et a souri. Libre. Après le petit déjeuner, David a marché Élodie jusqu'au parc à 3 pâtés de maison de leur maison. Elle a couru vers le terrain de jeu pendant qu'il s'était installé sur un banc avec son téléphone, vérifiant les messages des clients et planifiant la semaine à venir. Son entreprise de cybersécurité avait considérablement augmenté depuis le procès. Word s'était propagé sur son approche méthodique pour documenter les preuves numériques, et les cabinets d'avocats de l'Oregon l'ont maintenant embauché pour des cas complexes impliquant une surveillance électronique et une récupération des données. Papa, regarde ça. Elo était suspendu au bar de singe, déplaçant la main avec une concentration déterminée. David a photographié ses progrès, non pas pour des preuves ou des documents, mais parce qu'elle était sa fille, et il était fier de sa force. Beau travail, gamin. Elle est tombée au sol et a couru vers lui. Papa, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Pensez-vous que maman m'a jamais vraiment aimé?
La question a frappé David comme un coup physique. Il a tiré Elodie sur ses genoux et a réfléchi soigneusement à sa réponse. Je pense que maman aime l'idée de toi, mais elle ne savait pas comment aimer le vrai toi. Quelle est la différence? Le vrai vous pose des questions difficiles, a vos propres opinions et veut parfois les choses que maman ne comprend pas. L'idée de vous serait toujours d'accord avec elle et ne causerait jamais de problème. Cela semble ennuyeux. Ce serait très ennuyeux. J'adore le vrai toi parce que tu es intéressant, compliqué et courageux. Elodie se pencha contre sa poitrine. J'adore le vrai toi aussi, papa. Ils se sont assis dans un silence confortable, en regardant d'autres familles naviguer dans le chaos normal des visites du parc du week-end. Les enfants se disputant des balançoires. Les parents négocient la distribution des collations. Les adolescents prétendant qu'ils étaient trop cool pour l'équipement de terrain de jeu tout en appréciant secrètement les diapositives que le téléphone de David bourdonnait d'un SMS de Rebecca Chin a vu les nouvelles de la garde finale. Félicitations. Vous méritez tous les deux cette pièce qu'il a tapée. Merci pour tout. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi. Vous avez fait le travail acharné. J'ai juste aidé à le documenter. David a rangé son téléphone et s'est concentré sur le plaisir simple de regarder sa fille jouer. Pas d'agenda caché, pas d'équipement de surveillance, pas de preuves à maintenir. Juste un père et une fille qui construisent une vie basée sur la confiance, l'honnêteté et une sorte d'amour qui ne nécessitait pas de documentation pour prouver son existence. Papa, j'ai encore faim. Nous avons juste eu des crêpes il y a 1 heure. Les filles en croissance ont besoin de beaucoup de nourriture. Tu m'as appris ça. David rit et se leva. Allez, rentrons chez vous et déjeunez. Alors qu'il retournait à la maison, Elodie glissa sa main dans son père. Ouais, je suis content que ce soit juste nous maintenant. Moi aussi, gamin. Moi aussi. David a regardé leur petite maison avec sa peinture fraîche et son nouveau départ. La fenêtre de la cuisine a attiré la lumière du soleil de l'après-midi, et il pouvait voir le réfrigérateur, où il avait accroché un simple tableau blanc avec rien de plus compliqué que les listes d'épicerie et les horaires de pratication de football et les feuilles de calcul de suivi des repas. Aucune documentation nutritionnelle, aucune preuve de rien, sauf un père et une fille qui apprennent à vivre sans crainte. Ils ont atteint la porte d'entrée et Elodie a couru en avant pour le déverrouiller avec sa propre clé. Elle était responsable et indépendante et absolument intrépide, tout ce que sa mère avait essayé de l'empêcher de devenir. Que devrions-nous avoir pour le déjeuner? Elodie a appelé de la cuisine. Tout ce que tu veux, répondit David. Mais je peux tout goûter en premier. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les papas. Nous nous assurons que tout est en sécurité. Même quand il n'y a pas de danger, David a pensé à la question alors qu'il la rejoignait dans la cuisine, surtout. Elodie hocha la tête comme si cela était parfaitement logique, puis a commencé à tirer des ingrédients du réfrigérateur avec un mouvement confiant d'un enfant qui n'avait jamais douté de son prochain repas. La vie ordinaire. Qu'il avait entendu dire, 18 heures sans nourriture, des semaines de malnutrition. Mais il la nourrissait tous les jours. Il en avait la preuve. Rena lui prit la main. David, j'ai tellement peur. Il s'écarta. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui dépassait l'état de sa fille. En 12 ans de mariage, il avait appris à se fier à son instinct. À cet instant, mon instinct me criait, point de danger. 2 heures plus tard, une assistante maternelle est arrivée. Janet Kim était petite et efficace, portant un épais dossier et une tablette. Elle s'est présentée à David et Rena, puis a demandé à leur parler en privé. Nous devons discuter de l'environnement familial d'Elo, a-t-elle dit en s'installant sur une chaise en face d'eux. J'ai des questions concernant ses soins. Bien sûr, a dit David, je veux aider du mieux que je peux. Janet Kim a ouvert son dossier. Monsieur Mercé, nous avons reçu un signalement concernant votre foyer il y a 3 semaines. David a eu froid aux yeux. Quel genre de signalement? Une personne concernée nous a contactés pour une possible négligence et des violences psychologiques. Le signalement mentionnait spécifiquement votre comportement contrôlant vis-à-vis de la nourriture et votre tempérament imprévisible. C'est faux. David a gardé une voix calme. Qui a déposé ce signalement? Je ne peux pas partager cette information, mais le moment est inquiétant compte tenu de l'état actuel de votre fille. Rena a remué sur sa chaise. David s'inquiète beaucoup du régime alimentaire d'Elo. Il compte chaque calorie et prend des photos de ses repas. Parfois, je pense qu'il va trop loin.
David se tourna vers sa femme. Je surveille son alimentation à cause des antécédents familiaux de diabète. Vous le savez, je sais, mais Hello a mentionné qu'elle a parfois peur de manger parce qu'on s'énerve si elle ne finit pas tout. Quand a-t-elle dit ça? Il y a quelques semaines, elle craignait de vous décevoir. Janet Kim prenait des notes sur sa tablette. Monsieur Mercer, parlez-moi de votre parcours militaire. J'ai servi 6 ans comme analyste en communication. Libéré avec les honneurs. Avez-vous eu des problèmes de discipline, de gestion de la colère? Aucun. Le rapport mentionne un comportement imprévisible et un contrôle strict sur les routines ménagères. David sentait un piège se refermer sur lui. Quelqu'un avait déposé un faux rapport. Quelqu'un qui en savait suffisamment sur ses habitudes pour rendre les accusations plausibles. Mademoiselle Kim, j'aimerais demander des copies de tous les rapports déposés concernant ma famille. Ce n'est pas possible pendant une enquête en cours. Ensuite, je veux voir les preuves de la malnutrition présumée de ma fille. Dossiers médicaux, résultats d'analyse, tout ce qui montre une tendance. Janet Kim échangea un regard avec Rena. Monsieur Mercer, votre attitude défensive n'arrange rien à votre cause. Je ne suis pas sur la défensive. Je suis logique. Vous m'accusez d'avoir affamé ma fille sur la base d'un rapport anonyme et d'une seule visite à l'hôpital. Je veux des preuves. Rena, touchez son bras. David, s'il vous plaît, répondez à ces questions. Il la repoussa. Je répondrai aux questions, mais je veux des documents. Je veux voir le dossier médical qui fait l'état de semaines de malnutrition. Je peux arranger ça, dit Janet Kim. En attendant, nous devrons discuter des modalités de garde temporaire. Non. La voix de David devint monotone. Ma fille reste avec moi. Monsieur Mercer, elle reste avec moi jusqu'à ce que vous fournissiez des preuves tangibles de malversation. La conversation se poursuivit pendant 1 heure. David répondit à toutes les questions, donna son emploi du temps, ses relevés financiers, les contacts d'urgence, mais le piège était déjà tendu. Quelqu'un avait préparé le terrain pendant des semaines. À GOS Janet Kim rangea ses dossiers. Elle tendit une carte de visite à David. Je vous contacterai au sujet du dossier médical. Veuillez ne pas quitter la ville sans me prévenir. Après son départ, David s'assit dans le couloir. Devant la chambre d'Ellie. Rhea était allée chercher un café, le laissant seul avec ses pensées. 3 semaines auparavant, quelqu'un avait déposé un faux rapport aux services sociaux. Aujourd'hui, Elodie s'est effondrée à cause d'une malnutrition qui se serait développée au fil des semaines. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. David a sorti son téléphone et a parcouru sa galerie photo. Des centaines de photos des repas d'Hello, petit déjeuner, dîner, goûter, tous documentés, équilibrés, tous mangés en sa présence. Mais que se passait-il lorsqu'il ne regardait pas? Ce soir-là, David s'est assis à côté du lit d'hôpital d'Hello pendant qu'elle grignotait un bol de soupe au poulet. Les 4 avaient amélioré son teint, mais elle continuait à se déplacer lentement, prudemment. Quel goût à la soupe, demanda-t-il. Bonne. Elle prit une autre petite cuillerée. Élodie, j'ai une question importante à te poser. Tu as mangé les déjeuners que je te prépare? Elle s'arrêta, la cuillère à moitié portée à la bouche. Ce n'est rien, dit doucement David. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Élodie posa la cuillère et regarda autour d'elle. Rena était rentrée prendre une douche et se changer. Ils étaient seuls. Papa. Sa voix était à peine un murmure. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman dit de ne pas manger ce que tu prépares. David sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit que ta nourriture rend les gens malades. C'est pour ça que je ne devrais manger que ce qu'elle me donne. Quand te dit-elle ça? Dans la voiture. Quand elle me conduit à l'école. Elle dit, de ne pas te le dire, sinon tu vas te mettre en colère. Les poings de David se serrèrent. Il les força à se détendre. Que dit maman d'autre? Julien dit, tu essaies de m'empoisonner. Les yeux d'Hello se remplirent de larmes. Mais je ne pense pas que tu le ferais. Tu es mon père. Julien. David avait entendu ce nom 1 ou 2 fois. Un des noms de Rena. Des clients. Elle avait dit quelqu'un qui avait besoin d'aide pour organiser des événements. Élodie, qui est Julien?
L'ami de maman. Il vient parfois quand tu travailles. Il ne m'aime pas beaucoup. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il dit à maman que je la gêne, que je suis un fardeau. Elle s'est essuyé le nez du revers de la main. Il dit que maman serait plus heureuse sans moi. La vision de David est devenue rouge un instant. Il a respiré profondément, comptant jusqu'à 10 comme son père le lui avait appris pendant son entraînement de survie. Ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. Recueillir des informations d'abord. Depuis combien de temps Julien vient-il? Depuis quelques mois. Maman dit de ne pas te parler de lui. Tu vois souvent Julien? Parfois, il est là quand je rentre de l'école. Maman m'a envoyé dans ma chambre et m'a dit de faire mes devoirs. David s'est penché en avant. Élodie, c'est très important. As-tu mangé les déjeuners que je prépare? J'essaie, mais maman vérifie mon sac à dos en venant me chercher. S'il n'y a plus de nourriture, elle s'énerve. Elle dit que je suis stupide et dangereuse. Alors, que fais-tu des déjeuners? Je les jette à l'école. Dans une poubelle de la cafétéria, David ferma les yeux. Des semaines de nutrition soigneusement planifiées gâchées. Sa fille meurt de faim pendant qu'il documente les repas qu'elle n'a jamais mangés. As-tu faim maintenant? Élodie hochait la tête sans arrêt. Maman me donne des crackers parfois, mais elle dit que je dois apprendre à contrôler les portions. Contrôler les portions? Elle dit que je deviens ronde et que les garçons ne m'aimeront pas si je suis grosse. 8 ans. Sa fille de 8 ans se faisait dire qu'elle était grosse alors qu'elle mourait lentement de faim. Élodie, écoute-moi bien. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Mais maman dit, ta mère a tort. Et Julien a tort. Tu es censé manger ce que je te prépare. C'est bon et ça t'aidera à devenir fort. Promis? Je te le promets. Et je te promets autre chose. Ça va s'arrêter. Élodie sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle prit sa cuillère et termina tout le bol de soupe. Après s'être endormi, David entra. Il sortit dans le couloir et appela sa sœur. J'ai besoin de ton aide. Le lendemain matin, David ramena Élodie de l'hôpital avec pour consigne stricte de surveiller son alimentation et de revenir si elle montrait des signes de détresse. Il avait prévu de travailler à domicile pour le reste de la semaine, prétextant une urgence familiale avec ses clients. Rena s'occupa d'Élodie, faisant mine de lui préparer des plats fades et de l'encourager à se reposer. David observa la prestation de sa femme avec un regard neuf. Chaque geste semblait calculé, chaque mot soigneusement choisi. Je vais chercher des compléments alimentaires, annonça Rena vers midi. Le médecin avait dit qu'elle devait prendre du poids lentement. Je viens avec toi, dit David. Pas besoin. Tu devrais rester avec Élodie. Après le départ de Réo, David installa Élodie sur le canapé avec un film et se rendit à son bureau. Il était temps d'examiner leur sécurité numérique. Point. Le réseau domestique de David était plus sophistiqué que la plupart des autres. 2 routeurs, plusieurs points d'accès et un serveur dédié qui stockait les images de sécurité de 8 caméras réparties sur la propriété. Il avait installé le système après le cambriolage de la maison d'un voisin l'année précédente. La première chose qu'il remarqua fut les lacunes, 3 semaines d'images étaient corrompues ou complètement manquantes. Ces lacunes correspondaient exactement à la période mentionnée par Yannick Kim pour le rapport du CPS. David vérifia les journaux du routeur et découvrit des tentatives d'accès non autorisées remontant à 6 semaines. Quelqu'un avait piraté son réseau. David effectua une analyse plus approfondie, extrayant des données des journaux de sauvegarde stockés sur son serveur cloud sécurisé. L'intrusion était sophistiquée, mais imparfaite. Le pirate avait tenté de brouiller les pistes, mais il avait manqué les systèmes redondants que David avait appris à mettre en œuvre pendant son service militaire. Un mardi à 24h47, il y a 3 semaines. Quelqu'un avait accédé à son réseau depuis l'intérieur. Maison. L'adresse MAC appartenait à leur ordinateur portable commun, celui que Rena utilisait pour son activité d'organisation d'événements. David a vérifié l'historique de navigation de l'ordinateur. Il avait été effacé, mais les fichiers en cache racontaient une autre histoire. Quelqu'un avait fait des recherches sur les procédures des services de protection de l'enfance, les exigences légales pour signaler un cas de négligence et les lois sur la garde des enfants en Oregon. Plus il creusait, plus il trouvait de preuves. Sa femme préparait cela depuis des mois.
David a ouvert un nouveau dossier chiffré sur son serveur sécurisé et a commencé à tout documenter. Capture d'écran, fichiers journaux, horodatage, analyse réseau. Si Rena voulait jouer avec les preuves, il lui montrerait à quoi ressemblent les vraies preuves. Son téléphone a sonné. Le numéro de D. Comment va Elodie? A demandé sa sœur. Mieux, mais il faut qu'on parle. Tu es libre ce soir? Je serai là à 19h. David, j'ai repensé à ce que tu m'as dit hier à propos du rapport des services de protection de l'enfance et du timing. Qu'en penses-tu? Je suis assistante sociale agréée. Je sais comment fonctionnent ces enquêtes. Quelqu'un n'a pas appelé pour déposer une plainte au hasard. Il savait exactement quoi dire. Pour déclencher une réponse immédiate. Autrement dit, quelqu'un qui a de l'expérience avec le système. Soit il a déjà eu affaire au service de protection de l'enfance, soit il a bénéficié de l'aide de quelqu'un qui en a déjà eu. David regarda vers le salon où Elodie regardait des dessins animés en mangeant le sandwich qu'il lui avait préparé pour le déjeuner. Pour la première fois depuis des semaines, elle en avait redemandé. D, j'ai besoin que tu m'aides à documenter quelque chose. Des schémas comportementaux, des indicateurs de violence psychologique, tout ce qui pourrait tenir devant un tribunal. David, qu'as-tu prévu? Je compte protéger ma fille. Quel qu'en soit le prix. Après l'appel, David a installé de nouvelles caméras de sécurité dans des endroits cachés de la maison. Des unités sans fil avec transmission de données cryptées et sauvegarde sur plusieurs serveurs sécurisés. Si quelqu'un voulait à nouveau falsifier des preuves, il devrait trouver des appareils dont il ignorait l'existence. Il a également installé un logiciel d'enregistrement vocal sur son téléphone et acheté 3 appareils supplémentaires déguisés en objets du quotidien. Chaque conversation dans sa maison serait désormais enregistrée. C'est pourquoi, lorsque Réa est revenue avec les suppléments, David avait posé les bases de son coffre-fort numérique. Il devait maintenant attendre et observer. Sa femme elle avait montré son jeu trop tôt. Elle pensait être assez intelligente pour le piéger et s'en tirer à bon compte. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre un dîner préparé avec intelligence et soin par Rena. David photographiait chaque ingrédient, chaque étape de la cuisson et chaque bouchée d'Ellie. Sa fille mangeait tout, souriant et parlant plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle a l'air d'aller mieux, observa Rena en regardant Elodie finir ses légumes. Elle se nourrit correctement, répondit David. C'est incroyable ce que la nourriture peut faire. Le sourire de Rena vacilla un instant. Mais David le capta, tout comme la caméra cachée installée derrière l'horloge de la cuisine. Le jeu commençait. D arriva à cette heure précise, une mallette à la main, avec l'air sérieux qu'elle utilisait dans les cas difficiles. David avait toujours fait confiance au jugement de sa sœur. 5 ans plus âgée et infiniment plus avisée. C'est elle qui l'avait mis en garde contre les tendances manipulatrices de Réa au début de leur mariage. Tu aurais dû l'écouter. Où est Rena? Demanda D en posant sa mallette sur la table de la cuisine à l'étage avec Elodie. Routine du coucher. D a sorti un bloc-notes jaune et plusieurs chemises en papier craft. J'ai consulté des ouvrages sur la violence psychologique et l'aliénation parentale. D'après ce que tu m'as dit hier, je pense que nous avons affaire à une campagne systématique visant à isoler Elodie de toi. David a servi du café et s'est assis en face de sa sœur. Explique-moi tout. D'abord, les restrictions alimentaires. En disant à Elodie que tes repas sont dangereux, Rena crée de la peur et de la dépendance. Elodie a peur de manger ce que tu lui donnes, la rendant dépendante de sa mère pour survivre, ce qui explique la malnutrition. Exactement. Mais c'est plus que ça. Il a feuilleté ses notes. Le secret est crucial. On demande à Elodie de ne pas te parler de ces conversations, ce qui crée un sentiment de complot et la fait se sentir complice. David a repensé aux aveux chuchotés de sa fille à l'hôpital. Elle avait peur de me le dire, car elle a été conditionnée à croire que te le dire entraînerait une punition ou de la colère. Rena utilise des techniques d'isolement classiques. Et Julien? Le visage de s'est assombri. L'introduction d'une tierce personne qui validait le récit de la mère est une escalade majeure. Ce n'est plus seulement la parole de Rena contre la tienne. Maintenant, un autre adulte dit à Elodie que son père est dangereux. David a sorti son téléphone et a montré à D les photos qu'il avait prises des repas d'Elodie ces 2 derniers jours. Elle mange normalement maintenant. Plus aucune peur, plus aucune hésitation, car la pression est temporairement levée. Mais David,
ce genre de conditionnement psychologique ne disparaît pas du jour au lendemain. Élodie aura besoin d'une aide professionnelle pour réparer les dégâts. Ils ont passé 1 heure à examiner les recherches de 2. Syndrome d'aliénation parentale, indicateur de violence psychologique, schéma de contrôle coercitif. David a pris des notes, croisant les conclusions de sa sœur avec ses propres observations. Il y a autre chose. D a dit, le moment où le rapport des services sociaux a été rendu suggère une planification à l'avance. Quelqu'un savait qu'il fallait documenter votre comportement présumé avant de déclencher la crise. Combien de temps une telle planification prendrait-elle? Des mois au minimum. Peut-être plus longtemps s'il voulait être minutieux. David a montré à D les données d'intrusion réseau. Le premier accès non autorisé remonte à 6 semaines, mais je pense qu'il planifiait cela depuis bien plus longtemps. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Avant que David puisse répondre, des pas ont retenti dans l'escalier. Rena est apparue dans l'embrasure de la cuisine, vêtue d'un pyjama en soie et l'air curieux. D, je ne savais pas que vous veniez. Urgence familiale, répondit D d'une voix douce. Je prends juste des nouvelles de ma nièce. Elle va beaucoup mieux. Le médecin dit qu'elle devrait se rétablir complètement. David observait le visage de sa femme pendant qu'elle parlait. Rena avait toujours été une menteuse habile, mais maintenant il savait ce qu'il fallait observer. La légère tension autour de ses yeux, la façon dont ses mains bougeaient trop précisément, la modulation prudente de sa voix. Je suis tellement soulagé, continua Rena. Toute cette histoire a été terrifiante. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer si elle s'était effondrée ailleurs. Personne n'a pu l'aider. Heureusement que c'est arrivé à l'école, dit D. Là où des professionnels qualifiés pouvaient intervenir immédiatement. Oui. Très chanceux. David se leva. Rena, pourrais-tu m'aider à faire quelque chose à l'étage? Je veux déplacer du matériel de mon bureau. Bien sûr. En montant les escaliers, David activa l'application d'enregistrement sur son téléphone. Si Rena voulait jouer à l'épouse concernée, il lui donnerait l'occasion de le faire. J'ai réfléchi à ce que les agents des services sociaux ont dit. Il commença une fois dans le couloir, à propos du signalement déposé il y a 3 semaines. Ce n'est probablement rien. Quelqu'un a mal compris quelque chose. Qu'a-t-il bien pu mal comprendre? Rena s'arrêta devant leur chambre. Je ne sais pas, David. Peut-être qu'ils t'ont vu photographier le repas d'Élodie et ont trouvé ça bizarre. Étrange comment? Eh bien, tu dois admettre que c'est inhabituel. La plupart des parents ne documentent pas chaque repas. La plupart des parents n'ont pas d'antécédents familiaux de diabète. Je sais ça, mais quelqu'un qui n'aurait pas compris pourrait penser que tu étais autoritaire. David, approche-toi. Qui d'autre? Est-ce que quelqu'un sait pour mon suivi des repas? Je ne sais pas. Ce n'est pas un secret. Rena, je veux que tu réfléchisses bien. À qui parles-tu de nos routines familiales? De la façon dont je gère le régime d'Elo? Personne en particulier. J'en ai peut-être parlé avec des amis. Quels amis? David, je ne me souviens pas de toutes les conversations informelles que j'ai eues. Pourquoi est-ce important? Parce que quelqu'un a déposé un rapport détaillé sur mon comportement. Il connaissait des informations précises sur notre foyer. Rena croisa les bras. Insinues-tu que j'ai quelque chose à voir avec ce rapport? J'essaie de comprendre comment un inconnu pourrait connaître des détails intimes de notre vie privée. Peut-être que ce n'était pas un inconnu. Peut-être que c'était quelqu'un qui s'inquiétait pour Élodie. David sentit la conversation dévier vers un terrain dangereux. Réa le testait, voyant à quel point il se méfiait. Qui pourrait s'inquiéter? Tous ceux qui passent du temps avec elle, les professeurs, les voisins, les autres parents, mais aucun d'eux ne saurait pour mes relevés de repas. David, tu es paranoïaque. Il arrive des choses fâcheuses. Cela ne veut pas dire qu'il y a un complot. Il sourit et toucha son épaule. Tu as raison. Je réfléchis probablement trop. Rena se détendit légèrement. Ces derniers jours ont été stressants. On est tous à cran. Je suis juste contente qu'Élodie aille bien. Moi aussi. Elle est la chose la plus importante dans nos vies. David hocha la tête, toujours souriant. La conversation lui avait donné exactement ce dont il avait besoin. Les réponses de Réa étaient évasives et sur la défensive. Elle essayait de rejeter la faute sur les professeurs et les voisins,
tout en qualifiant ses inquiétudes de paranoïa. Plus important encore, elle mentait en disant qu'elle ne parlait de leurs habitudes familiales à personne. Plus tôt, Élodie avait mentionné Julien par son nom et décrit des conversations précises sur la dangerosité de la nourriture de David. De retour en bas, dérangeait ses dossiers. Je devrais y aller. Tôt le lendemain matin, David l'accompagna jusqu'à la porte. Merci pour ça. Ça aide à comprendre la psychologie. David, sois prudent. Si Rena orchestre tout ça, elle ne va pas s'arrêter juste parce qu'Élodie est à la maison. On dirait le début de quelque chose de plus grand. Que veux-tu dire? Réfléchis Y. Pourquoi se donnerait-on autant de mal? Documentez vos allégations de maltraitance, à moins qu'il ne prévoie d'utiliser ces documents pour un événement majeur? David regarda sa sœur s'éloigner, puis retourna à son bureau et ouvrit le dossier crypté contenant ses preuves. D avait raison. Le rapport des services sociaux n'était pas une finalité. C'était une préparation à un événement plus vaste. Il consulta les lois sur la garde d'organes et commença à lire. Dans les cas de maltraitance ou de négligence documentée, le tribunal pouvait accorder la garde exclusive aux parents non violents, avec des visites surveillées uniquement pour l'agresseur. Si Rena prouvait que David était dangereux, elle pourrait emmener Élodie et disparaître. Légalement, David passa le reste de la soirée à documenter les schémas comportementaux qu'il avait observés au cours des 6 derniers mois, la froideur croissante de Rena envers Élodie, son insistance à s'occuper des dépôts et des récupérations à l'école, son intérêt soudain pour leur compte financier, sa nouvelle habitude de prendre des appels téléphoniques privés dans le garage avant minuit. Il avait rempli 12 pages d'observations et les avait recoupées avec la chronologie des intrusions sur le réseau et les images de sécurité manquantes. Le schéma était clair. Sa femme prévoyait de le détruire depuis des mois. La seule question était, pourquoi? Le lendemain matin, David a appelé son voisin Arlon Kim. Ils se connaissaient depuis 3 ans, unis par leur expérience commune dans le domaine des technologies et leur monoparentalité. Arlon travaillait comme consultant en cybersécurité et avait aidé David à sécuriser son réseau domestique. J'ai besoin de votre expertise, a dit David lorsqu'il a décroché. Pouvez-vous venir cet après-midi? Bien sûr. Quel est le problème? Quelqu'un a piraté mon réseau. J'ai besoin d'aide pour récupérer des fichiers supprimés. De quelle quantité de données parlons-nous? Plusieurs semaines d'enregistrement de sécurité et peut-être des documents supprimés d'un ordinateur portable partagé. Apportez l'ordinateur portable après le déjeuner. J'ai des outils de récupération spécialisés. David a passé la matinée à jouer à des jeux de société avec Élodie et à documenter son amélioration d'appétit et d'humeur. Elle avait pris 1 kilogramme depuis sa sortie de l'hôpital et dormait mieux. Sans la pression psychologique de Rena, elle retrouvait un comportement normal. Réa était sortie vers 22h, prétextant un rendez-vous avec un client pour un événement à venir. David a noté l'heure et a activé ses enregistreurs cachés si elle amenait Julien à la maison. Il voulait des documents à 13h. David portait leur ordinateur portable commun. Chez Arlan. Son voisin vivait dans un garage aménagé derrière sa résidence principale, entouré de matériel informatique et de projets électroniques. Belle installation, observa David en observant l'espace de travail encombré. La paranoïa paie bien en cybersécurité. Arlon connecta l'ordinateur portable à un appareil de récupération spécialisé. Dites-moi ce qui s'est passé. David expliqua les intrusions réseau et les fichiers manquants sans mentionner Rena spécifiquement. Aaron hocha la tête tout en exécutant des analyses approfondies et des protocoles de récupération. Quelqu'un a essayé d'effacer ce disque dur par un professionnel, dit Arlon après 20 minutes. Mais ils ont fait des erreurs. Les logiciels de récupération peuvent généralement récupérer les fichiers supprimés, sauf si le disque a été physiquement détruit ou écrasé plusieurs fois. Quel genre d'erreur? Ils ont effacé l'historique du navigateur et supprimé les fichiers évidents, mais ils n'ont pas touché au cache système, aux dossiers temporaires ni aux entrées de registre. Du pur amateur. Le logiciel de Harland a fonctionné pendant 2 heures, analysant chaque secteur du disque dur. David regardait les barres de progression défiler sur plusieurs écrans pendant que son voisin expliquait les détails techniques. J'ai trouvé quelque chose, annonça Aaron vers 15h30. On dirait que quelqu'un a créé de nouveaux dossiers et documents dans ces 6 dernières semaines, puis je les ai tous supprimés hier. Tu peux les récupérer? La plupart. Accorde-moi 1 heure de plus. Pendant que Arlon travaillait, David consulta son téléphone. 3 appels manqués de Rena,
tous au cours des 10 dernières minutes. Il rappela, où es-tu? La voix de Rena était tendue. Elle faisait des courses. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien chercher Elodie à l'école. David regarda sa montre. L'école ne finissait pas avant 1 heure. Je serai là à 15h15, comme toujours. D'accord. On se voit à la maison. L'appel s'interrompit brusquement. David fronça les sourcils. Rena ne s'inquiétait jamais de la logistique du ramassage scolaire. Elle n'appelait jamais plusieurs fois, sauf en cas de problème. David, il faut que tu vois ça. Arlon avait récupéré des dizaines de fichiers, des brouillons de mai, des documents Word, des feuilles de calcul et l'historique de navigation remontant à 2 mois. David parcourut les noms des fichiers et sentit sa tension monter. DVN recordé Abdoc Custo Financial c'est un férital Excel sex cping-bas process.txd Jésus David murmura ce n'est pas tout. Arlon a ouvert l'un des documents. Quelqu'un faisait des recherches sur la manière de signaler des violences conjugales, les procédures de garde et les stratégies de protection des biens. Les fausses entrées de journal étaient les pires. Des descriptions détaillées du comportement violent présumé de David, avec date, heure et citations inventées. Le style d'écriture était indéniablement Renou, mais le contenu était de la pure fiction. David a crié sur Elodie pendant 20 minutes parce qu'elle n'avait pas fini ses légumes. Il lui a dit qu'elle était faible et inutile. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire si j'interviens. J'ai trouvé David debout au-dessus du lit d'Elodie à 2 heures du matin, la regardant dormir. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a dit qu'il cherchait des signes de désobéissance. Son comportement devient de plus en plus erratique. David a jeté le déjeuner d'Elodie contre le mur lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Il l'a forcée à manger des restes par terre en la traitant d'ingrate. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter cela. Des pages et des pages de mensonges documentés avec de faux horodatage et des détails émotionnels. Conçus pour convaincre les travailleurs sociaux et les juges. David, c'est vraiment une erreur. Arlon a dit, quelqu'un a monté un dossier contre toi. Continue à chercher. J'ai besoin de tout. La feuille de calcul était encore plus accablante. Elle contenait une chronologie détaillée de l'emploi du temps de David, des notes sur l'emplacement des caméras de sécurité et les angles morts, ainsi qu'une analyse financière de leurs actifs communs. La colonne 0,1 était intitulée « Stratégie de sortie » et comprenait les coordonnées d'avocats spécialisés en divorce, de spécialistes de la garde des enfants et de services de déménagement. L'historique de navigation indiquait des recherches pour disparition avec enfants, lois internationales sur la garde des enfants et nouveaux documents d'identité. Aaron, j'ai besoin de copies de tout. Plusieurs copies de sauvegarde. J'y suis déjà, mais David, tu dois appeler la police. On dirait une fraude préméditée. Pas encore. J'ai d'abord besoin de plus de preuves. Le téléphone de David vibra, un SMS de Rena. Où es-tu? Besoin de parler. Un autre SMS arriva 30 secondes plus tard. Julien veut te rencontrer. Peux-tu rentrer? David montra les messages à Aaron. Je crois que je vais rencontrer l'autre moitié de ce complot. N'y va pas seul. Ça pourrait être dangereux. C'est ma maison. Ma fille est là. Alors appelle ta sœur. Appelle quelqu'un. Ces gens ont planifié ça depuis longtemps. Moi. David a chargé les fichiers récupérés sur 3 clés USB cryptées. Pouvez-vous surveiller mon réseau à distance? Je veux savoir si quelqu'un essaie d'accéder à mes systèmes pendant que je gère ça. Terminé. Je vais aussi configurer des alertes pour toute nouvelle tentative d'intrusion. Une dernière chose. S'il m'arrive quelque chose, assurez-vous que ces fichiers parviennent à la police et à mon avocat. Arling attrapa David par le bras. Il ne se passera rien. Vous êtes plus malin qu'eux. Peut-être, mais ils ont eu des mois pour se préparer, et je commence à peine à comprendre le jeu. David est rentré chez lui avec des copies des fausses preuves de Rena brûlantes dans son esprit. Elle a documenté des abus fictifs avec minutie, s'est renseignée sur les lois sur la garde des enfants et la protection des biens, et a prévu de disparaître avec Elodie après avoir détruit sa réputation. La seule question qui restait était de savoir si Julien était un complice ou une autre victime des manipulations de Rena. David était sur le point de le découvrir. David est arrivé dans son allée à 16h30 et a immédiatement remarqué la voiture inconnue garée de l'autre côté de la rue, une berline noire immatriculée au Nevada.
Il mémorisa le numéro de permis et vérifia son téléphone pour s'assurer que ses caméras cachées filmaient. Élodie le retrouva à la porte d'entrée, toujours avec son sac à dos d'école. « Papa, maman a dit que tu allais voir Julien aujourd'hui. » « C'est vrai. »« Comment se passe l'école ? » ?»« Bien. Madame Patterson a dit que je rattrape mes devoirs de maths. » David s'agenouilla pour l'aider à retirer son sac à dos. « As-tu faim ? » ?»« Un peu. » « Puis-je avoir ces crackers au fromage ? » ?»« Absolument. »« Va te laver les mains et je te préparerai un encas. » Tandis qu'Elo montait, David activa l'application d'enregistrement sur son téléphone et glissa un petit micro sans fil dans une poche de chemise. Quelle que soit la conversation qui allait avoir lieu, il voulait plusieurs enregistrements provenant de différents appareils. Rena apparut dans la cuisine pendant que David disposait des crackers et du fromage sur une assiette. « Julien attend dans le salon. Elle a dit qu'il était impatient de te rencontrer enfin. » « De quoi veut-il parler ? » ? « Surtout d'Élodie. Il s'inquiète pour elle. » David posa le couteau qu'il utilisait pour couper le fromage. « Inquiet de savoir comment ? Viens lui parler. Il va vous expliquer. » David suivit Rena dans le salon où un homme d'une quarantaine d'années examinait des photos de famille sur la cheminée. Julien était grand et mince, avec des cheveux noirs et des traits anguleux. Il portait un costume coûteux et se tenait avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. « David. » Julien se tourna avec un sourire d'essai et tendit la main. « Je suis Julien Cray. Res m'a tant parlé de vous. » David lui serra la main, remarquant sa prise ferme et son regard direct. « Enchanté. Rena dit que vous vous inquiétez pour Élodie. Et si on s'asseyait ? » Julien fit un geste vers le canapé. Cela pourrait prendre un certain temps. Ils s'installèrent dans ce qui ressemblait à une négociation. Julien sur le canapé, Rena à côté de lui, David dans le fauteuil en face d'eux. Leur positionnement semblait délibéré. « David, je veux être franc avec toi, » commença Julien. « Rena et moi discutions de la situation d'Élodie et nous étions tous deux inquiets pour son bien-être. » « Quelle situation ? » L'incident de malnutrition a été un signal d'alarme. Les enfants ne s'effondrent pas simplement de faim dans des foyers aimants. David garda son expression neutre. Les médecins ont dit qu'elle se rétablissait bien. Physiquement, oui. Mais qu'en est-il psychologiquement ? Rena me dit qu'Elo présente des signes de stress et d'anxiété depuis des mois, comme des échanges de regards entre Julien et Rena, des troubles du sommeil, un repli sur soi, la peur de certains aliments, symptômes classiques d'un environnement familial instable. Êtes-vous psychologue ? Julien, j'ai de l'expérience avec les familles en difficulté. J'ai vu ce qui se passe lorsque les enfants sont exposés à des comportements contrôlants et imprévisibles. David se pencha en avant. Que suggérez-vous exactement ? Je suggère qu'Élodie a besoin de stabilité. Elle a besoin de se sentir en sécurité et aimée, et non surveillée et contrôlée. Je ne surveille ni ne contrôle ma fille. David Rena intervint. Vous photographiez ses repas. Vous notez chaque calorie qu'elle ingère. Vous avez transformé l'alimentation en source d'anxiété au lieu de la nourrir. Je surveille son alimentation en raison de ses antécédents médicaux familiaux. Mais regardez le résultat. Julien a dit qu'elle avait peur de manger. Elle a perdu du poids. Elle s'est effondrée à l'école. David observa le visage de Julien en parlant. Une émission fluide, pratiquée. Des arguments, juste assez d'émotion pour paraître raisonnable. Cet homme était très doué pour la manipulation. Julien, depuis combien de temps connaissez-vous ma famille ? Quelques mois. Rena et moi nous sommes rencontrés grâce à des relations professionnelles. Quel genre d'entreprise ? J'aide les personnes dans les transitions de vie complexes, la planification financière, les services de déménagement et les consultations juridiques. Intéressant. Avez-vous un bureau ici à Eugène ? Je travaille principalement avec des clients qui accordent de l'importance à la confidentialité. La plupart de mes consultations se déroulent dans un cadre confidentiel. David a traduit, Julien travaillait sans adresse professionnelle fixe ni relation client traditionnelle. Il était soit très exclusif, soit très louche. Laissez-moi vous poser une autre question, a poursuivi David. Que pensez-vous qu'il devrait se passer ensuite ? Face à la situation d'Elo, Julien et Rena échangent un autre regard. David l'a capté et l'a classé. Ils avaient répété cette conversation. Honnêtement,
Julien a dit, je pense qu'Élodie a besoin de temps, loin des influences stressantes. Peut-être un changement d'environnement pendant que la famille gère ses problèmes. Vous voulez dire qu'elle devrait vivre ailleurs temporairement jusqu'à ce que chacun retrouve des habitudes plus saines? Où vivrait-elle? Réa a de la famille en Californie. Un nouveau départ pourrait être bénéfique pour tout le monde. David a senti que les choses se mettaient en place. Réa et Julien voulaient emmener Élodie hors de l'État, loin de son influence et de son emprise juridique. Une fois les frontières franchies, les litiges pour la garde des enfants sont devenus exponentiellement plus compliqués. C'est une idée intéressante, a dit David. Mais je pense qu'Élodie va mieux à la maison. Elle mange normalement, dort bien et suit ses études pour l'instant, a répondu Julien. Mais que se passe-t-il quand le stress revient? Que se passe-t-il quand les vieilles habitudes reprennent le dessus? Quelles vieilles habitudes? Le masque de Julien s'est effondré un instant. David a eu un éclair d'irritation avant de retrouver son expression sereine. David, nous essayons de vous aider. Réa s'inquiète pour le bien-être de sa fille. Je propose une consultation professionnelle, mais si vous n'êtes pas prêt à reconnaître le problème, quel problème précisément? Tu dois tout contrôler autour de toi. Ton incapacité à reconnaître quand ton comportement nuit aux personnes que tu prétends aimer. David sourit. Julien, tu ne me connais pas assez bien pour faire des évaluations psychologiques. Je sais ce que Réna m'a dit. Je sais ce qu'Élodie a vécu. Et qu'a vécu Élodie? Peur, anxiété, confusion quant aux raisons pour lesquelles son père traite les repas comme des opérations militaires. Le téléphone de David vibra. Un SMS de Aaron. Quelqu'un essaie d'accéder à ton réseau en ce moment. Plusieurs tentatives d'intrusion. Excuse-moi un instant, dit David en se levant. Je dois prendre des nouvelles d'Élodie. Il monta les escaliers et trouva sa fille dans sa chambre, en train de faire ses devoirs à son bureau. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Comment vont les maths? Bien. Ces exercices sont plus faciles que ceux de la semaine dernière. Élodie, Julien est là en train de discuter avec maman et moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? D'accord, papa. David l'embrassa sur le dessus de la tête et redescendit. Julien et Réna s'étaient rapprochés sur le canapé. Et parlaient à voix basse. Ils se séparèrent lorsque David entra dans la pièce. Tout va bien, demanda Réa. Bien. Où en étions-nous? Nous discutions des besoins d'Élo. Julien dit, David, je veux être clair sur un point. Réna tient profondément à sa fille. Elle est prête à tout pour protéger Élodie, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Quelles décisions difficiles? Des décisions juridiques si nécessaire. Les enquêtes des services sociaux peuvent prendre de nombreuses directions selon les preuves qui émergent. David ressentait la menace comme un poids physique. Julien lui disait que d'autres accusations allaient arriver s'il ne coopérait pas à leurs exigences. Julien, me menacez-vous? Je vous explique la réalité. Quand des enfants sont en danger, le système réagit. Les tribunaux privilégient la sécurité des enfants à la convenance des parents. Et vous pensez qu'Élodie est en danger? Je pense qu'elle est en danger. La question est de savoir si ce risque sera géré volontairement ou par une intervention judiciaire. David regarda Réna. Elle le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un calcul froid mêlé à une sorte d'anticipation. Réna, est-ce ce que vous voulez? Me retirer Élodie. Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre fille. Ce n'est pas une réponse. David, vous n'êtes plus la même personne que j'ai épousée. Vous êtes devenu obsessionnel, contrôlant, imprévisible. Je ne peux plus exposer Élodie à cela. Quand êtes-vous arrivé à cette conclusion? Elle se construit depuis des mois. Le suivi des repas n'était que le début. Tu nous as isolés de nos amis. Tu as remis en question mes décisions, tu as traité notre maison comme un état surveillé. David faillit rire. Elle l'accusait de surveillance, assise à côté de l'homme qui l'avait aidé à pirater son réseau et à planifier son évasion. Je vois, dit David. Alors, tu as décidé que je suis un père indigne. J'ai décidé qu'Élo méritait mieux. Julien se leva. David, il n'est pas nécessaire que ce soit conflictuel. Si tu es prêt à travailler avec nous, nous pouvons trouver des solutions qui profitent à tous. Quelles solutions? Des arrangements de garde volontaires, des visites surveillées pendant que tu gères tes problèmes,
une thérapie professionnelle pour t'aider à développer des relations plus saines, et si je ne suis pas prêt à travailler avec toi? Julien sourit et se tourna brusquement. Alors, nous laisserons les tribunaux décider de ce qui est le mieux pour Élodie. David se leva à son tour. Je pense que cette conversation est terminée. Réfléchis à ce dont nous avons discuté, dit Julien. Réa a mon numéro si tu veux en parler davantage. Après leur départ, David vérifia ses caméras de surveillance. Les alertes de Harlan ont révélé 3 tentatives d'intrusion distinctes au cours de cette conversation d'1 heure. Julien avait soit apporté du matériel de piratage, soit un complice travaillant à distance. David a appelé Aaron. Ils ont essayé d'accéder à mon réseau pendant que Julien était là. Je les ai bloqués, mais ils ont insisté. Outil professionnel. Pouvez-vous retracer les tentatives? J'y travaille, mais David, ces gens intensifient leurs attaques. Cette conversation était un ultime avertissement. David a récupéré l'enregistrement audio de son téléphone et l'a transféré dans son dossier de preuves cryptées. Les menaces de Julien étaient claires et documentées. Plus important encore, leur coordination était évidente pour quiconque savait quoi écouter. Il avait 3 jours, peut-être moins, avant que Réna ne dépose de nouveaux rapports au service de protection de l'enfance ou ne fasse sortir Élodie de l'État. Assez de temps pour rassembler davantage de preuves, mais seulement s'il agissait vite. David a ouvert son ordinateur portable et a commencé à faire des recherches sur Julien Cray. Si cet homme aidait Réna à détruire sa famille, David voulait tout savoir de lui. A commencer par savoir si Julien Cray était son vrai nom. David passa la soirée à effectuer des recherches approfondies sur Julien Cray pendant qu'Élodie dormait à l'étage. Ce qu'il trouva confirma ses pires soupçons. Julien Cray n'existait pas avant 2019, mais le numéro de sécurité sociale appartenait à un certain Julien décédé dans un accident de voiture au Nevada 5 ans auparavant. Les licences commerciales étaient fausses. L'adresse indiquée sur son permis de conduire menait à un service de réexpédition de courrier à Las Vegas, mais le logiciel de reconnaissance faciale que David avait analysé dans les bases de données des forces de l'ordre avait trouvé une correspondance. Jérôme Kellerman était recherché au Nevada pour fraude à l'investissement et usurpation d'identité. Sa dernière adresse connue était une prison fédérale à sécurité minimale où il avait purgé 18 mois avant de disparaître lors d'un programme de placement à l'extérieur. Réa ne prévoyait pas seulement d'enlever Élodie. Elle prévoyait de le faire avec un criminel condamné qui était déjà en fuite. David imprima tout et appela. « J'ai besoin que tu viennes demain matin, dit-il lorsqu'elle répondit. Et j'ai besoin du nom du meilleur avocat spécialisé en droit de la famille à Eugène. David, que s'est-il passé? J'ai rencontré Julien aujourd'hui. Il n'est pas celui que Réa croit. Explique-moi. David résuma ses conclusions. Numéro de sécurité sociale falsifié, fausse licence commerciale, statut de fugitif fédéral. Bon sang, David. Réna est-elle au courant? Je ne pense pas. Mais peu importe. Il prévoit d'emmener Élodie hors de l'État dans les jours à venir. Comment le sais-tu? Il me menace. À peine voilé, mais suffisamment clair. Coopère avec leur demande de garde ou fait face à de nouvelles accusations de la part des services sociaux. Des resta silencieux un instant. David, j'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. D'accord. As-tu fait quelque chose qui pourrait être interprété comme de la maltraitance ou de la négligence? Quelque chose qu'il pourrait utiliser contre toi? Rien. J'ai tout documenté depuis le début. Les repas d'Elo, son comportement, nos conversations. J'ai la preuve qu'elle est en bonne santé et heureuse quand elle est avec moi. Et ton équipement de surveillance? Un tribunal pourrait le considérer comme intrusif. Je l'ai installé après avoir découvert des intrusions sur le réseau. Je protégeais ma famille de gens qui nous espionnaient déjà. Bon, voilà ce qu'on va faire. Demain matin, j'amène Rebecca Chin. C'est la meilleure avocate en droit de la famille de l'État, spécialisée dans les affaires de garde d'enfants très conflictuelles. Pouvons-nous lui faire confiance? Absolument. Elle m'a représenté lors de mon propre divorce. Et elle a traité des affaires d'aliénation parentale et de fausses allégations de maltraitance. De quoi ai-je besoin d'autre? Tout ce que vous avez. Le dossier médical montrant la chronologie de la malnutrition d'Elo. Les preuves numériques de falsification du réseau. Les enregistrements de vos conversations avec Julien et Réna. Nous devons documenter un schéma de tromperie et de manipulation.
Qu'en est-il du casier judiciaire de Julian? Rebecca saura s'en servir. Un tribunal ne verra pas d'un bon œil une mère qui envisage de fuir l'État avec un fugitif fédéral. Après l'appel, David a passé 2 heures à classer ses dossiers de preuves. Capture d'écran, enregistrement audio, documents médicaux, dossiers financiers, et maintenant le casier judiciaire de Julian. Le schéma était clair et bien documenté. Mais David savait que les preuves ne suffisaient pas. Réa et Julian planifiaient leur stratégie depuis des mois. Ils ont déposé de fausses plaintes, créé de faux documents et se sont présentés comme des parties prenantes cherchant à protéger un enfant d'un père violent. David avait besoin de plus que des preuves. Il devait les prendre en flagrant délit. Le lendemain matin, David a déposé Elodie à l'école et est rentré chez lui pour attendre l'avocat. Il avait de nouveau prévu de travailler à domicile, prétextant des problèmes familiaux persistants avec ses clients. Rebecca Chin est arrivée à 9h30 précise. La quarantaine, cheveux argentés, et le genre de concentration intense que David associait aux commandants militaires et aux urgentistes. « Montrez-moi tout », a-t-elle dit en s'installant à la table de la cuisine avec sa mallette. David lui a expliqué la chronologie, la malnutrition d'Elo, les faux rapports du CPS, les intrusions dans le réseau, les fausses entrées du journal de Rena et le casier judiciaire de Julian. Rebecca a pris des notes et posé des questions détaillées sur les dates, les témoins et les méthodes de documentation. « C'est du bon travail », a-t-elle déclaré après avoir examiné les preuves numériques. « Votre femme et son complice ont commis des erreurs importantes, notamment en créant trop de documents. Les vraies victimes d'abus ne tiennent généralement pas de journal détaillé avec des dates et des citations exactes. Cela semble fabriqué. Et les rapports des services sociaux? La chronologie est suspecte. Les rapports déposés des semaines avant l'incident déclencheur suggèrent une planification avancée plutôt qu'une réelle inquiétude. Rebecca ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents juridiques. J'ai préparé des requêtes d'urgence pour une garde protectrice et une ordonnance restrictive contre Julian, mais il me faut plus. Quoi de plus? J'ai besoin qu'il commette un crime que nous pouvons documenter en temps réel. Falsification de preuves, parjure supplémentaire ou tentative de fuite avec Elodie. Comment faire? On leur donne une chance et on attend qu'ils la saisissent. D se penche en avant. Que proposes-tu? David, tu vas appeler Rena et lui dire que tu as reconsidéré l'offre de Julian. Tu veux discuter d'un arrangement de garde volontaire? Ils seront méfiants. Peut-être, mais ils seront aussi tentés. Ils ont investi des mois dans ce plan. Si tu proposes de coopérer, ils voudront s'assurer la victoire. Et ensuite, nous documentons tous les crimes qu'ils commettent pendant le processus de négociation. David y réfléchit. Le plan était risqué, mais attendre que Rena et Julian passent à l'action l'était tout autant. Et s'ils prenaient simplement Elodie et s'enfuyaient? Ils ne le feront pas, dit Rebecca avec assurance. Ils veulent la garde légale, pas des accusations d'enlèvement. S'enfuir maintenant ferait d'eux des fugitifs et anéantirait toute chance de légitimer leur position. Quand le faisons-nous? Aujourd'hui. Plus nous attendons, plus ils ont de temps pour déposer de fausses plaintes ou allonger leur calendrier. David regarda D, qui hocha la tête en signe d'encouragement. D'accord, dit-il. Allons-y, Rebecca lui tendit un script. Elle se prépara. Tenez-vous à ces points de discussion. Ayez l'air vaincus, mais coopératifs. Faites-leur croire qu'ils ont gagné. David appela Rena. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. David, tout va bien? J'ai repensé à ce que Julian a dit hier à propos des arrangements volontaires. Silence à l'autre bout du fil. Alors quel genre de raisonnement? Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'Elodie aurait intérêt à changer d'environnement. David, je suis au travail. On peut en parler ce soir? Je préfère en discuter plus tôt. Julian pourrait me retrouver cet après-midi? Un instant. David entendit une conversation étouffée. Puis Rena reprit la ligne. Julian peut te retrouver à 15h. Café au coin de la 13e et d'Olive. Un lieu public est bien. Je ne veux pas de malentendus. David, enregistres-tu cet appel? La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi ferais-je ça? Répond Y simplement. Non, Rena, je n'enregistre pas notre conversation. C'était techniquement vrai. D enregistrait depuis son téléphone, pas le sien. Bien. Julian expliquera la suite cet après-midi. Après avoir raccroché,
Rebecca eut un sourire sombre. Ils sont nerveux. Cette question sur l'enregistrement suggère qu'ils prévoient de dire quelque chose d'incriminant ou qu'ils ont enfin trouvé des preuves. Mais ils sont aussi trop sûrs d'eux. Ils pensent avoir déjà gagné. David a passé les heures qui précédaient la réunion à examiner son matériel d'enregistrement et ses plans de secours. Si Julian voulait discuter de la suite, David s'assurerait que chaque mot soit conservé. Le match entrait dans sa phase finale. Le café de la 13e rue Olive était suffisamment fréquenté pour couvrir l'équipement de surveillance de David, mais suffisamment calme pour garantir des enregistrements clairs. David arrive à 15 minutes en avance et choisit une table dans un coin, bien visible et avec un minimum de bruit de fond. Il avait attaché un micro sans fil à sa chemise et placé un enregistreur de secours dans la poche de sa veste. Son téléphone était réglé pour diffuser l'audio en direct au bureau de Rebecca, où elle attendait avec un sténographe judiciaire pour tout documenter en temps réel. Julian arriva à 15 heures précises, vêtu d'un autre costume coûteux et d'une serviette en cuir à la main. Il repéra David immédiatement et s'approcha avec la même assurance que lors de leur précédente rencontre. « David, je suis content que tu aies appelé. J'ai réfléchi à l'avenir d'Elo. » Julian s'assit et ouvrit sa serviette. « Tant mieux, car le temps devient un facteur. » « Que veux-tu dire ? » Les services de protection de l'enfance prévoient une autre visite à domicile la semaine prochaine. L'enquête s'élargit. David garda un air neutre. Élargissement de la situation ? Ils enquêtent sur d'autres allégations. Irrégularité financière, violence psychologique, possible consommation de substances. Je ne consomme pas de substances. Bien sûr que non. Mais les allégations n'ont pas besoin de preuves pour déclencher une enquête. Julian sortit un dossier en papier craft et le glissa sur la table. Voici les documents de garde volontaire dont Rena et moi avons discuté. Si vous les signez, l'enquête des services sociaux devient caduque. David ouvrit le dossier et parcourut la première page. Le texte juridique transférait la garde temporaire d'Elodie à Rena, avec des visites surveillées pour David en attendant la fin de la thérapie ordonnée par le tribunal. Quelle est la durée de la garde temporaire ? 6 mois initialement. Renouvelable en fonction de vos progrès en thérapie, et le professionnel de la supervision des visites assure 2 heures de surveillance par semaine dans un environnement contrôlé. David chercha Julian. Cela donne à Rena un contrôle total sur ma relation avec ma fille. Cela protège Elodie pendant que vous travaillez sur vos problèmes. Et si je n'avais pas de problème ? Et si les allégations étaient fausses ? Le sourire de Julian se crispa. David, nous avons des documents qui remontent à des mois. Entrées de journal, dossiers médicaux, déclarations de témoins. Les preuves sont accablantes. À qui appartiennent ces entrées de journal ? Reuse. Elles documentent des comportements inquiétants depuis l'été dernier. David hocha lentement la tête. Et ces témoignages de personnes qui ont observé vos interactions avec Elodie. Professeurs, voisins, famille, amis, etc. Je ne peux pas donner de détails pendant les négociations, mais le schéma est clair. David s'est tourné vers la 2e page des documents. Des accords financiers l'obligeant à maintenir ses mensualités hypothécaires et son assurance maladie tout en renonçant à tout droit sur les biens matrimoniaux accumulés pendant la séparation. Cela semble partial. Les accords de garde favorisent généralement le principal parent. Réa a été le principal soutien d'Elodie. Depuis quand ? Depuis que vous avez commencé à adopter des comportements contrôlants qui rendaient impossible une éducation normale. David, fermez le dossier. Julian, puis-je vous poser une question personnelle ? Ça dépend. Comment vous êtes-vous rencontrés, Rena et vous ? Par le biais de relations professionnelles. Je vous l'ai dit hier. Quel genre d'entreprise ? Je propose des services de consultation aux personnes traversant des transitions de vie complexes, comme le divorce, entre autres. Avez-vous déjà traité des dossiers de garde ? Julian s'est déplacé sur sa chaise. J'ai travaillé avec des familles confrontées à des difficultés similaires. À quel titre, David, j'essaie de vous aider. Ces questions ne sont pas productives. J'essaie juste de comprendre vos qualifications. Si je dois vous confier l'avenir de ma fille, je veux savoir qui vous êtes. Je suis spécialisé dans la protection des enfants en situation d'instabilité. C'est vague. C'est exact. David sortit son téléphone et le posa sur la table. Julian, je dois vous montrer quelque chose. Quoi ?
David ouvrit une galerie photo et fit défiler les captures d'écran de ses recherches. Le visage de Julian pâlit en reconnaissant sa propre photo d'identité judiciaire prise à la prison d'État du Nevada. Vous dirigez un cabinet de conseil intéressant, Jérôme. La main de Julian traversa la table et attrapa le téléphone. David le retira. Je ne ferai pas ça. Nous sommes en public et cette conversation est enregistrée. Vous avez dit que vous n'enregistriez rien. J'ai dit à Rena que je n'enregistrais pas notre appel. Je n'ai jamais rien dit à propos de cette réunion. Julian regarda autour de lui dans le café, soudain conscient de la présence de témoins potentiels. Que voulez-vous? Je veux la vérité. Depuis combien de temps prévoyez-vous d'emmener ma fille? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jérôme Kellerman, condamné pour fraude à l'investissement au Nevada. Évadé d'une prison fédérale pendant une libération conditionnelle. Il utilise actuellement l'identité d'un homme décédé. Julian se leva brusquement. Cette conversation est terminée. Assieds-toi, Jérôme, à moins que tu ne veuilles que j'appelle la police immédiatement. Julian hésita, puis se rassit. Que veux-tu? Je veux savoir comment tout cela a commencé. Rena t'a-t-elle engagée pour détruire mon mariage, ou l'as-tu séduite? Tu es paranoïaque. Réponds à la question. Julian fixa David un long moment. Ta femme m'a contacté il y a 6 mois. Elle voulait de l'aide pour disparaître avec Elodie. Quoi? Elle a dit que tu devenais dangereux, contrôlant, imprévisible, potentiellement violent. L'as-tu cru? Je crois son argent. David ressentit une froide satisfaction. Les aveux de Julian étaient enregistrés et transmis au bureau de Rebecca en temps réel. Alors, tu l'aides à fabriquer des preuves. Je l'ai aidé à documenter les problèmes existants. Les entrées du journal sont fausses. Les expériences qu'elles décrivent sont réelles. D'après qui? D'après Rena. Et tu l'as cru sur parole. Julian avait le sang-froid craquant. David, tu ne comprends pas à quoi tu as affaire. Rhea est intense. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Que veut-elle? La liberté. L'argent. Un nouveau départ sans complications. Elodie n'est pas une complication. C'est ma fille. Pour Rena. Elle est un atout dans une négociation pour la garde. David se pencha en avant. Jérôme, voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Rena tout de suite et lui dire que le plan a changé. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si tu ne le fais pas, j'envoie ton identité réelle et ta localisation aux marshals fédéraux. Combien de temps penses-tu qu'il leur faudra pour retrouver un prisonnier fédéral évadé? Julian sortit son téléphone, les mains tremblantes. Que veux-tu que je lui dise? Dis-lui que j'ai des soupçons. Dis-lui que je t'ai montré des preuves d'intrusion sur notre réseau. Dis-lui qu'elle doit détruire tous les faux documents restants avant que je les trouve. Ça la fera paniquer. Exactement. Julian composa le numéro de Rena. David écoutait la lecture du script, la voix crispée par la peur. Rena, on a un problème. David en sait plus qu'on ne le pensait. Non, il a des preuves de l'informatique. Je crois qu'il nous a enregistrés. Tu dois tout jeter ce soir. Julian raccrocha et regarda David avec haine. Tu te crois malin? Je crois que je protège ma fille des criminels. Rhea n'abandonnera pas. Elle trouvera un autre moyen. Laisse-la essayer. David se leva et ramassa les documents de garde. Jérôme, tu as 2 choix. Disparaître ce soir et espérer que les agents fédéraux ne te trouvent pas. Ou rester dans les parages et être inculpé pour complot, vol d'identité et complicité de mise en danger d'enfants. Et si je disparais, ce serait le problème d'Urana, pas le mien. Julian prit sa mallette et partit sans un mot. David le regarda marcher rapidement vers le parking. Le téléphone lui collait à l'oreille. Phase interminée. Maintenant, le plus dangereux arrivait. David appela Rebecca. Il mordit à l'hameçon. Rhea devrait détruire les preuves d'ici 1 heure. Es-tu prêt pour la phase 2? Oui. Finissons-en. David rentra chez lui et trouva la voiture de Rhea dans l'allée et les lumières allumées dans son bureau. Il se gara dans la rue et appela Aaron. Elle est à l'intérieur, dit David. Elle essaie probablement de supprimer des fichiers ou d'introduire de nouvelles preuves. Je surveille tout. Elle a accédé à ton ordinateur portable 3 fois au cours de la dernière heure.
Que fait-elle? Elle supprime l'historique de navigation, des fichiers, installe de nouveaux documents, des trucs d'amateurs, mais ça montrera une falsification. Tu enregistres ses activités? Chaque frappe. Elle a aussi essayé de désactiver tes caméras de sécurité à 2 reprises. Bien. Continue de surveiller. J'entre. David passa la porte d'entrée et appela « Rena, je suis rentré ». Dans le bureau, elle répondit l'avoir trouvée assise à son bureau, tapant rapidement sur son ordinateur portable. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, essayant d'avoir l'air décontracté. « Comment s'est passée ta rencontre avec Julien? » Intéressant. Nous avons réglé quelques détails. Quel genre de détails? David se rapprocha du bureau. Il me montra les documents de garde. Très complet. Et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Les doigts de Rena s'immobilisèrent sur le clavier. David, nous étions d'accord pour dire que tu étais prêt à coopérer. Moi aussi, mais ce sont des décisions importantes. Je veux être sûr de tout comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Julien te propose de rester impliqué dans la vie d'Elo tout en réglant tes problèmes. David jeta un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur. Rena avait plusieurs fenêtres ouvertes, dont un logiciel de suppression de fichiers et un outil de nettoyage de navigateur. Sur quoi travailles-tu? De l'organisation d'événements. Des présentations clients sur mon ordinateur. Le mien est en cours de mise à jour. J'avais besoin de finir des documents. David s'assit en face d'elle. Réa, Julien m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Quoi? Il a dit que vous vous étiez rencontrés il y a 6 mois, mais que vous ne le connaissiez que depuis quelques semaines. Les mains de Réa se sont immobilisées. J'ai dû me tromper. Il a aussi dit que tu l'avais contacté pour disparaître avec Elodie. C'est faux. Laquelle? Que tu l'as contacté, que tu voulais disparaître. David, Julien essaie de semer le trouble entre nous. Ne l'écoute pas. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas celui qu'on croyait. David sourit. Tu as raison. Son vrai nom est Jérôme Kellerman. C'est un fugitif fédéral. Réo a pâli. Quoi? Fraude à l'investissement? Usurpation d'identité. Il s'est évadé de prison fédérale il y a 8 mois. Tu mens. David sortit son téléphone et lui montra la photo d'identité de Jérôme. Prison d'État du Nevada, 18 mois pour avoir soutiré des fonds à des investisseurs âgés de leur épargne retraite. Réa fixa la photo, la bouche ouverte et fermée sans un son. Réa, tu prévoyais de fuir le pays avec un criminel fédéral. Comment penses-tu que ça passe pour un juge aux affaires familiales? Je n'étais pas au courant de son casier judiciaire ni de ton projet de m'enlever Elodie. Il n'y a aucun plan. Vraiment? David fit un geste vers l'écran de l'ordinateur. Alors pourquoi supprimes-tu des fichiers et nettoies-tu l'historique de navigation? Je protégeais notre vie privée. De qui? De toi. Tu nous espionnes, tu enregistres nos conversations, tu traites notre maison comme un état policier. David se pencha en arrière sur sa chaise. Nous. Moi et Elodie. Quand Jérôme est-il fait partie de nous? Rena a fermé l'ordinateur portable avec un claquement pointu. Je ne parle plus de ça. Vous n'avez pas à le faire. Demain matin, je me dirige vers la garde d'urgence et une ordonnance d'interdiction contre Jérôme. Vous ne pouvez pas faire ça. Regardez-moi. Rena se leva, son sang-froid craquant enfin. David, tu ne comprends.